Bonsoir à tous et bienvenue dans Chaque Voix compte sur LCP Canal 8. On est ensemble pour une heure de décryptage et de débat en direct de l'Assemblée nationale. À mes côtés ce soir, Mariette Darigrand. Bonsoir Mariette. Bonsoir Adélie. Et Laurent Guimier. Bonsoir Laurent. Bonsoir, tout de suite, le sommaire avec à la une la fast fashion rhabillée pour l'hiver. Tollé général après l'annonce de l'ouverture de plusieurs magasins Shein en France. Rien pourtant ne semble pouvoir arrêter le géant chinois de la mode jetable. Et on va en parler avec nos trois premiers invités. Anne-Cécile Violent, députée Ensemble de Haute-Savoie, Sophie de Champsavin, rédactrice en chef du magazine Paris Mode, et Thierry Véron, président de la Fédération des commerçants et artisans parisiens. Et ce sera aussi le mot du jour avec Mariette. Et nous verrons que c'est pas si anglais que ça en fait, fashion. La fashion. À suivre à 20h05, quelle histoire avec Laurent Guimier. Quelle image avez-vous choisi de décrypter ce soir, Laurent? L'image des bateaux de la flottille pour Gaza qui vogue vers la bande de Gaza. Et je suis allé dans les cales pour voir une stratégie de communication très bien rodée. Dans la deuxième partie de Chaque Voix compte, place à la question qui fâche. Faut-il suspendre la réforme des retraites jusqu'à la prochaine présidentielle? Eh bien, nous allons en débattre avec Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, Sylvain Berrios, député Horizon du Val-de-Marne, et Éric Veil, ancien conseiller ministériel en charge des retraites et auteur du livre Retraite, un blocage français qui vient de paraître chez Plomb. Nous attendons évidemment vos questions ou vos réflexions. Il vous suffit de flasher le QR code qui s'affiche ici. Et puis à 20h30, on retrouvera Bourbon Express, le journal de l'Assemblée nationale, présenté ce soir par Valérie Brochard. Voilà pour le menu du soir. Installez-vous confortablement. Chaque voix compte, c'est parti. Il n'y a pas de mode si elle ne descend pas dans la rue, disait Coco Chanel. Mais qu'aurait-elle dit de la mode jetable d'aujourd'hui et de la polémique qui nous occupe ce soir autour de l'ouverture de plusieurs magasins de la marque Shein en France? Une première mondiale pour cette plateforme asiatique qui vendait jusqu'à présent uniquement en ligne. Son arrivée provoque une bronca dans le milieu de l'habillement et même au-delà. On va faire un premier tour de table avec vous si vous aviez un mot pour qualifier l'arrivée de Shein dans des vrais magasins physique en France. Thierry Véron. Moi, je dirais dans un premier temps, c'est le rouleau compresseur chinois qui débarque. On l'a vu débarquer sur le e-commerce et là maintenant on le voit en physique et ils arrivent et ce n'est qu'un début. Donc il va falloir qu'on trouve vraiment des arguments pour limiter tout ça. Sophie de Champsavin. C'est la suite logique, c'est un succès en e-commerce et donc voilà, maintenant la crédibilité c'est d'avoir des magasins et d'être vraiment, pouvoir faire venir les gens dans des magasins propres. Anne-Cécile Violent. Moi j'ai envie de parler de provocation ultime dans un pays qui a été le premier à légiférer justement sur cette question. Et vous portiez justement cette loi contre la fast fashion dont on va parler bien sûr ce soir. Il y a quand même un grand paradoxe derrière cette marque parce que Shein est évidemment plébiscitée par ses adeptes. On se souvient de ces files d'attente interminables qui s'étaient formées devant les pop-up stores, les magasins éphémères de la marque il y a quelques mois. Et en même temps, eh bien, Shein semble honnie par le reste du monde. 2 minutes pour comprendre, préparé ce soir par Marco Pommier avec André Lafont. C'est une première mondiale. Shein, le géant chinois de la mode à petit prix, s'installe à Paris. Et pas n'importe où, au cœur de la capitale, dans l'emblématique magasin du BHV, dans un espace de 1200 mètres carrés. Quelle horreur! Je pense que c'est vraiment une erreur stratégique de la part du BHV parce que c'est un magasin parisien, c'est pas un magasin de fast fashion. C'est pas génial, mais je pense que ça peut-être aider le BHV à survivre. C'est pas en ramenant des produits qui sont absolument pas respectueux envers l'environnement qu'on va aider aussi les populations pauvres à pouvoir s'habiller. Et Shein ne compte pas s'arrêter là. 5 autres boutiques ouvriront progressivement à partir du mois de novembre dans les galeries Lafayette de Dijon, Grenoble, Limoges, Reims et Angers. Le résultat d'un partenariat conclu entre le mastodonte asiatique et la Société des grands magasins, propriétaire des galeries et du BHV. Shein, c'est 25 millions de clients français qui commandent régulièrement. Rendez-vous compte, c'est un Français sur 3 qui est le client de Shein. De son côté, l'enseigne chinoise défend la création de 200 emplois directs et indirects et promet un impact positif sur les centres-villes. Cette alliance est plus qu'un simple lancement. C'est un engagement pour revitaliser les centres-villes partout en France, restaurer les grands magasins et développer des opportunités pour le prêt-à-porter français.
Des arguments loin de convaincre les professionnels français de l'habillement. Il faut protéger aussi les salariés et les emplois. Shein, c'est 15 000 emplois de détruits dans la mode depuis maintenant près de 3 ans. Emplois détruits, le géant chinois est aussi pointé du doigt pour son impact social et environnemental. Son empreinte carbone a dépassé les 26 millions de tonnes en 2024, l'équivalent d'un pays comme la Bolivie. Je me tourne d'abord vers vous, Thierry Véron. Il y a une demande, 25 millions de clients français de Shein, disait son patron. Est-ce que, au fond, le succès de Shein, ce n'est pas aussi l'échec des petits commerçants qui n'ont pas réussi à attirer ou à garder cette clientèle? Moi, je ne pense pas que ce soit un échec du petit commerce. Moi, je dirais qu'il y a deux choses là-dedans. C'est qu'en fait, les pouvoirs publics ont peut-être un rôle à jouer sur la clientèle. Parce que là, en fait, on s'aperçoit qu'on envoie, on laisse faire et faire venir des produits qui sont très mauvais au niveau environnement et puis sur un plan social aussi. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais quand on dit 25 millions de clients, mais c'est des clients qui dépensent combien? C'est ça, moi, je veux dire... Panier moyen, 8 €. Ben voilà, donc 8 €, 25 millions, c'est pas grand-chose. Donc je pense qu'il y a quand même un sujet aussi qui est important, c'est que quand il y a une publicité qui est faite, on vous dit, vous achetez 3 ou 4 produits à 2 ou 3 €, ça vous fait une enveloppe d'une dizaine d'euros. Si vous en achetez pour 50 €, vous avez 10 ou 15 €. Je suis le marchand de tapis, mais c'est pas ça. Mais en fait, il y a une remise qui va être faite, et des gens qui n'ont pas tellement de moyens, ils vont acheter quelques articles à une poignée d'euros, et ils vont en dépenser 50. Donc il y a quand même aussi, sur un plan marketing, un décalage et un matraquage publicitaire Vous représentez les commerçants parisiens. Oui. Parmi les arguments de Shein, il y a la revitalisation des centres-villes. Et on entendait cette dame dans le reportage dire ça peut peut-être aussi aider le BHV à survivre. Combien de temps? Parce qu'à mon avis, là c'est toujours pareil, c'est le côté nouveauté. Les gens vont se dire, tiens, moi j'ai acheté chez eux une poignée d'euros sur Internet. Maintenant, ils vont venir en face et je vais pouvoir aller dans les rayons. C'est le côté nouveauté. On va voir ce que ça va donner dans quelques mois. Parce qu'en fait, c'est bien gentil de pouvoir reprendre du mètre carré, louer de l'espace pour vendre des produits comme ça. Mais demain, on ne sait pas comment ça va se passer. Oui, vous vous interrogez même sur la pérennité du magasin. Exactement, tout à fait. La pérennité est bien là. Et en fait, on arrive quand même dans la surconsommation avec tout ça. Quand vous voyez Emmaüs qui croule sous les dons de vêtements, on y reviendra tout à l'heure à la filière de recyclage qui est complètement asphyxiée d'ailleurs par cette ultra fast fashion. Sophie de Champsavin, est-ce qu'on est dans le pire cauchemar du commerce ou est-ce qu'on est dans la démocratisation ultime de la mode? Je dirais un peu les deux, mais c'est vrai que c'est la démocratisation parce que c'est des produits pas chers et que le pouvoir d'achat, notamment des jeunes filles, c'est les plus grandes consommatrices en fait de cette marque-là, achètent et voilà. Donc c'est des prix imbattables et c'est pour une cible bien particulière, pour des jeunes et voilà qui ont besoin, qui consomment et qui consomment des produits jetables. Alors, vous qui êtes une spécialiste de la mode, est-ce qu'on est, avec ce genre de magasin, devant un tsunami qui est comparable à l'arrivée de Zara en France dans les années 90? Un petit peu, Zara et H&M, c'est un peu le même principe. C'est vrai, ils ont besoin d'avoir un magasin, de faire venir... Alors ça a commencé par de l'e-commerce, le succès, et après la crédibilité, c'est d'avoir aussi un magasin pour faire venir des gens et pour pouvoir venir en France notamment et à Paris. C'est une forme voilà, en disant, voilà, on est là, la France c'est la mode, on vient à Paris, on s'implante à Paris, voilà. Mais la demande est là, donc ça répond aussi à une demande en fait des jeunes, je trouve. Je vais juste ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, on parle de fast fashion, mais Shein arrive avec de l'ultra fast fashion. Et c'est ça qui est grave aussi, c'est que l'ultra fast fashion est encore pire que... C'est quoi la différence entre la fast fashion et l'ultra fast fashion? C'est la qualité, et puis c'est le fait qu'il y ait des références, enfin, ça change tout le temps, voilà, et c'est produit en masse, et c'est des qualités vraiment de très 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 mauvaises, voilà, très bas de gamme, très bas de gamme. Anne-Cécile Violent, vous, c'est un sujet que vous connaissez par cœur, puisque vous êtes vous-même, vous aviez porté cette loi au début de l'année qui avait été adoptée ensuite au Sénat, cette loi contre la fast fashion, au moment où justement Shein déversait des tonnes de colis sur l'Europe.
à l'époque de cette loi, il n'y avait pas encore de magasins physiques. D'abord, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, cette loi, il va falloir l'ajuster à la présence désormais physique de Shein sur notre territoire? Absolument. Je pense que ça va être indispensable. On savait déjà d'emblée, quand on commence à travailler le texte, que ce sont des entreprises qui... Parce qu'on parle de Shein, mais j'aimerais juste faire un petit point quand même. Il n'y a pas que Shein. Il y a d'autres enseignes. Et il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Fashion Nova, par exemple. Il y en a d'autres. Donc, l'idée, c'était de penser l'ultra fast fashion. La différence avec la fast fashion, ce n'est pas qu'une question de qualité. C'est le modèle économique dans son entier qui est différent. C'est-à-dire une multitude de références nouvelles, de produits chaque jour qui créent une addiction chez les jeunes. Vous avez parlé effectivement de cette cible. C'est absolument dramatique ce qui est en train de se passer. C'est pas comparable. Pour moi, c'est pas comparable avec ce qui s'est passé avec Zara, H&M à l'époque, qui était effectivement une nouveauté et qui a attiré une nouvelle forme de comportement, qui a commencé à aller vers une consommation de plus en plus importante. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit aussi. C'est comment aujourd'hui on veut consommer. Premièrement, surconsommation, absolument. Phénomène d'addiction, c'est chez jeunes filles qui ont un panier plein en permanence dans l'application. Et comment est-ce qu'on peut essayer d'accompagner cela, de transformer cet acte d'achat en acte citoyen? Donc, bien sûr que cette annonce, elle est absolument dramatique, et que c'est pour ça que plus que jamais, il va falloir qu'on aide à réguler. Donc, c'est vrai qu'on utilise l'outil législatif. Cette loi, elle a été faite à un moment donné où il n'y avait effectivement pas de magasin physique, sauf les magasins éphémères. Et puis, il n'y avait pas non plus la question on va dire, l'arrivée de Trump aux États-Unis qui vient aussi un petit peu... Parce que les droits de douane ont changé la donne? Parce qu'il y a effectivement, comme il a coupé les frontières pour ses produits sur les États-Unis, on a un afflux qu'on constate déjà aujourd'hui. Donc là, il y aura aussi quelque chose qui avait été enrichi par le Sénat notamment, qui était la taxation des petits colis. C'est un phénomène dont on parle et qu'il va falloir absolument régler aussi à un moment donné, qui se joue aussi à l'Union européenne. Mais ça veut dire qu'on a effectivement une loi qui va devoir s'adapter aujourd'hui à ce contexte nouveau. Sauf que la loi qui a été votée au Sénat et un peu modifiée, c'était au mois de juin. Là, aujourd'hui, elle en est où? Vous voulez bien nous dire? Alors, elle est votée en mars 2024 à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Juin 2025, adoptée à l'unanimité au Sénat. Et puis, on attendait de pouvoir convoquer une commission mixte paritaire. Donc, 7 députés, 7 sénateurs, ils travaillent ensemble pour définir le texte final qui permettra justement de réguler cette... Parce que le Sénat avait modifié le texte de l'Assemblée nationale. Ils l'avaient modifié, mais ils avaient fait un gros travail entre la commission et l'hémicycle, et on a pu avoir un texte qui avait, on va dire, repris quand même une ambition qui était à l'origine du texte. Après, c'était des visions différentes entre le Sénat et l'Assemblée, ça se respecte, le travail a été fait, mais c'est vrai qu'on est un peu plus proche d'une vraie ambition. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? On attendait la convocation de la commission mixte paritaire, mais nous étions en attente aussi de l'avis de l'Union européenne, puisque, bien sûr, qu'on touche aussi à du droit européen. Donc l'avis est tombé avant-hier soir. Lundi. C'est ça. Donc on sait qu'on va avoir du travail. On s'est déjà mis au travail. Dès que les préconisations sont tombées, nous nous sommes mis au travail, et ça va effectivement être une grosse charge de travail que de pouvoir essayer de donner des arguments à l'Union européenne. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on va faire des allers-retours entre les ministères et l'Union européenne pour pouvoir être encore plus pertinent que les arguments de l'Union européenne. Et je voudrais saluer le travail, que ce soit la ministre Madame Pannier-Runacher ou la ministre de la Transition écologique ou Madame Louwagie sur le commerce. Elles font un travail énorme. Aujourd'hui, elles sont démissionnaires, on ne peut pas les entendre, elles ne peuvent pas s'exprimer. Mais je peux vous dire que chacune travaille, pas plus tard qu'aujourd'hui, je les ai eues, elles travaillent énormément encore, justement parce qu'évidemment, on a besoin aussi d'experts, et c'est évidemment dans leur cabinet qu'on peut avancer aussi. Mais jusqu'où pourrez-vous aller? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas empêcher une marque de s'implanter en France? Non, et ça a été très bien dit aussi par Christophe Béchu, qui disait, mais moi, je n'ai pas choisi Shein. Angers n'a pas choisi Shein, c'est Shein qui a choisi Angers. Parce qu'effectivement, il y a une liberté d'entreprendre. Donc, il y a certaines circonstances où on peut orienter, mais une enseigne qui veut s'installer chez vous, c'est impossible. A fortiori, quand c'est le patron d'un groupe français, président des grands magasins, qui vient les chercher, parce que c'est ce qui s'est passé quand même avec le BHV. Oui. C'est M. Merlin qui est venu les chercher. Donc, c'était le faux nez de Shein?
C'est ça. Ouais, on peut dire ça. Il est avancé masqué, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est ça. Et c'est là où c'est absolument dramatique et que je parlais de provocation, de venir le faire en France, c'est inacceptable. Ça le serait partout, évidemment. Mais vous savez, en fait, on prend un coup derrière la tête quand on apprend ça et ça nous rend encore plus forts. Et le combat va être encore plus, je vais dire, puissant parce que nous avons les acteurs, évidemment, de l'industrie textile dans sa globalité, et puis les parlementaires. Aujourd'hui, on s'est réunis pour faire une conférence de presse pour dire « Stop, là, on ne peut pas continuer à laisser les choses se faire. » On ne le fait pas, d'ailleurs. On va notamment interpeller le Premier ministre pour que vraiment on puisse avoir une commission mixte paritaire le plus vite possible, et puis emporter le plus de personnes, et notamment les Français, dans ce combat. Laurent ? Juste d'un mot quand même, je me mets à la place, je sais pas, d'une vendeuse, d'un logisticien, d'un routier qui vous regarde et qui dit ils sont un peu gonflés quand même parce que ça va créer de l'emploi quand même dans ce magasin. Ces produits qui vont arriver, il va falloir les traiter. Est-ce que ce que je vous dites c'est bullshit parce que c'est un écran de fumée et Chine s'en sert? Est-ce qu'il n'y a quand même pas un fond de vrai dans l'histoire? Non, mais vous avez raison, et c'est d'ailleurs un des arguments qu'ils utilisent, mais c'est une vision hyper court-termiste, en fait. Comment ça va se passer? Ils vont s'installer s'ils le peuvent, parce que ce n'est pas encore fait. Hein. On a vu que les Galeries Lafayette le refusaient, donc ça, bravo aux Galeries Lafayette. Que certaines enseignes, déjà, des corners à côté de Chine, disent « mais moi, je ne veux pas être à côté de Chine ». Ah, vous voyez, ça va en faire partir d'autres, c'est ce que vous dites. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Certains se sont déjà positionnés en disant « mais si vous les accueillez, nous on part ». Donc en fait, c'est malheureusement une vision court-termiste et purement opportuniste. Quand Chine vient s'installer au BHV, vous pensez réellement qu'ils pensent faire des profits avec le prix de ces produits? C'est simplement s'implanter, effectivement, commencer à cannibaliser notre marché et puis s'acheter éventuellement une belle image en disant effectivement on crée de l'emploi en France et puis on va offrir une proximité à nos consommateurs. Mais qu'est-ce que vous dites aux centaines de personnes qui ont fait la queue devant des magasins éphémères Chine ces derniers mois quand ils ont ouvert à Lyon ou à Paris? Parce que c'est peut-être en fait d'abord à ces personnes-là qu'il faut s'adresser, non? Je suis d'accord. Oui. Et c'est pour ça que cette loi elle avait une vocation aussi d'information. Moi, je comprends, dans le contexte dans lequel on est, qu'on n'ait pas tous les moyens d'acheter du Made in France ou même, sans parler de Made in France, de produits qui sont effectivement pas accessibles à tout le monde. Mais alors déjà, la première réponse, c'est de dire que tous les clients Chine ne sont pas des gens qui n'ont pas les moyens, quand on voit justement la multiplication des paniers. Qu'il y a des alternatives, il y a des marques quand même qui sont, on va dire, ne serait-ce que faites en Europe et qui permettent d'accéder à des produits, alors certes peut-être un petit peu plus chers, et c'est là où on en vient peut-être aussi à notre manière de consommer. Est-ce qu'on a besoin d'avoir à chaque fois 5 nouveaux t-shirts, 5 jeans, et que peut-être on peut en acheter un qui sera peut-être un petit peu plus cher, mais certainement d'une meilleure qualité, et puis surtout qui ne sera pas fait dans des conditions épouvantables à l'autre bout du monde, dans les conditions qu'on connaît, en exposant les gens qui les fabriquent, mais aussi soi. Hein. Je pense qu'on n'a pas encore toutes les données sur la réalité de la toxicité des produits qu'on porte. On sait que 15% des produits Chine sont toxiques. Il y a des problématiques d'allergie, des problématiques de perturbateurs endocriniens, et je pense que ça ira beaucoup plus loin. Donc c'est aussi comment on peut essayer de transformer notre acte d'achat en acte citoyen. On disait, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Ben, dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai aussi ce que c'est. Et c'est pas moralisateur, c'est vraiment pas une question non plus culpabilisatrice, parce que encore une fois, je comprends. Mais vraiment, il y a des alternatives. Puis je pense qu'on peut penser aussi à l'économie circulaire. Justement, merci de m'offrir cette belle transition, Anne-Cécile Violent, parce que c'est évidemment le corollaire de cette mode jetable, de ces vêtements qu'on porte 3 fois avant de les balancer. C'est que la filière recyclage est aujourd'hui au bord de l'implosion. En 5 ans, la collecte de vêtements est passée de 200 000 à 290 000 tonnes. Reportage sur le terrain, signé Clément Perrault et Marion Duvauchel. « 42 tonnes de textiles sont triées ici chaque semaine. Le Tridéma, à Roanne, dans la Loire, reçoit ce jour-là la visite du député local Antoine Vermorel-Marquès. Allons-y. Il poursuit un travail parlementaire sur les conséquences de la fast fashion.
Ce qui frappe tout de suite en entrant ici, c'est le volume impressionnant de textiles. Les Français en consomment beaucoup et souvent pour pas cher. En 2024, ils ont acheté en moyenne 10 millions de vêtements neufs chaque jour. Tout ça, ça vient uniquement de 150 km à la ronde, quoi. Tout ça, ça vient de 150 km à la ronde, donc on a peut-être quand même une réflexion à avoir sur ce textile-là. Tout ce textile-là, est-ce qu'il a besoin d'en rentrer autant sur le territoire? Est-ce qu'on a besoin d'en consommer autant, d'en trier autant? Voilà. Et après, sur des vêtements de la fast fashion type Shein, etc., ouais. il y a quasiment zéro réemploi en France, non? Alors, il n'y a pas de réemploi parce qu'on est quand même sur du vêtement qui perd vite sa forme, ouais. Des textiles qui sont, voilà, qui tiennent pas dans le temps. Selon une étude de l'ONG américaine Remake, 30% des consommateurs de fast fashion ne portent les articles achetés qu'à une ou deux reprises. Ces vêtements ne sont pas conçus pour durer. Un vêtement de mauvaise qualité, voilà ce qui devient au boit de quelques lavages, c'est-à-dire qu'il est acheté et il va boulocher, il va déteindre une fois qu'il aura quelques lavages et in fine, eh ben, il a été porté 3-4 fois. 5 si tout va bien. Et encore quasiment l'étiquette. Et puis on ne le fera plus porter parce qu'il n'est plus en état et il finira sur du recyclage. Et il aura coûté de la matière première, il aura coûté de l'eau à la fabrication, sans doute un peu de sueur, et puis on pourra ne plus rien en faire. C'est marqué authentique wear. C'est ce qu'on a de plus en plus sur des vêtements dont les fibres sont courtes, dont la matière première n'est pas stable. Voilà, donc on sait que sa durée de vie est très très limitée. C'est marqué vêtements durables. Voilà, donc. Ces vêtements sont en plus particulièrement difficiles à valoriser par le recyclage. Leur composition mélange souvent polyester, coton, acrylique, élastane, viscose, des fibres qui ne sont pas toutes biodégradables et dont le traitement est très coûteux, parfois même impossible technologiquement. Thierry Véron, est-ce que la réponse, elle n'est pas pour vous dans ce reportage? C'est-à-dire qu'à un moment, vous pouvez opposer à cette fast fashion la qualité aussi et le savoir-faire des commerçants français? Bah, tout à fait, c'est que on l'a entendu dans le reportage, c'est qu'en fait les vêtements ils sont portés une fois ou deux. Et de toute façon, au bout de la troisième fois, il faut le jeter, il est plus portable. Donc je dirais c'est la mode Kleenex, quoi. Voilà, c'est les produits Kleenex, on les jette mais le problème, c'est que les Kleenex, ils sont en papier, et là, c'est des produits qui sont difficilement recyclables. Est-ce que parmi vous, quelqu'un a testé des vêtements Shein? Non. Personnellement, non. Non, jamais. Enfin, moi, je connais des jeunes qui l'ont testé. Hein. Et voilà, mais c'est les jeunes. Moi, je crois oui. Mais est-ce qu'ils ont conscience de la mauvaise qualité? Est-ce qu'ils s'en fichent? En fait, ils ont acheté une fois pour tester, quoi, et ils ont été déçus. Ils ont conscience, mais bon, après, eux, ils ont envie de consommer, c'est là. Exactement. On parlait d'addiction tout à l'heure, effectivement, parce qu'il y a une telle consommation, une telle création, parce que pour le coup, ils sont très créatifs. Il faut savoir que chez Shein, c'est 7200 nouveautés tous les jours, alors que chez Zara, à l'époque, c'était 7000 par an. Oui, puis on est vraiment dans un autre rythme. C'est le rouleau compresseur. Je ne sais pas si on peut voir des publicités, les publicités que Shein avait fait justement dans la presse française au moment du vote de votre loi, Anne-Cécile Violent. C'était des encarts publicitaires qu'on pouvait voir dans les journaux ou dans les magazines qui revendiquaient justement pourquoi la mode devrait être un luxe, la mode est un droit, pas un privilège. Et là, on s'était dit, j'en ai vraiment un parfait souvenir d'ouvrir les journaux, de voir ça et de dire « Ah, mais ils sont très forts ». Parce que c'était au moment de votre loi. C'était une riposte cinglante. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, encore une fois, c'était une provocation. Bien sûr que ça peut être entendu, la mode n'est pas un luxe, mais encore une fois, il y a des alternatives. Et quand on dit qu'ils sont créatifs, non, ils ne sont pas créatifs. En fait, leur modèle économique est aussi basé sur l'intelligence artificielle, qui va aller copier des modèles chez nos créateurs, justement. Oui. Et c'est en cela, quand même, où c'est d'une hérésie folle de se dire ils font de l'argent avec nos modèles en tuant nos créateurs français. Oui, des petits jeunes qui se sont fait copier carrément leurs modèles et on les retrouve à un prix qui est défiant de toute concurrence. Donc, Après, je serais plus relative sur la question de la qualité parce que parfois, il y en a quand même certains produits qui peuvent être... Sinon, effectivement, on aurait très rapidement une baisse des ventes. Donc, il y a certains produits qui peuvent être un petit peu plus durables, mais la problématique qui est énoncée aussi dans le reportage, c'est la question du recyclage. Oui, en fait, on sait Est-ce qu'il n'y a pas aussi une urgence aujourd'hui à mettre en place une vraie industrie du recyclage en France? Parce que là, on a l'impression que c'est de la débrouille.
Non, c'est quand même organisé. C'est quand même organisé. Quand on paye une éco-contribution sur chaque chose qu'on achète, derrière, il y a des filières qui sont organisées en France. Mais là, vous entendez le volume, l'augmentation du volume. En fait, en moins de 20 ans, on a multiplié par 2 le nombre de vêtements qu'on achète par année. On arrive quasiment à 50 vêtements que chaque Français achète, alors qu'on était à moins de 10 il y a 20 ans. Donc c'est une accumulation, ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que cette fast fashion, ultra fast fashion, elle est faite avec des produits synthétiques. Le polyester, c'est fait avec des produits pétroliers, qui fait que on n'arrive pas à recycler, on n'arrive pas à les recycler, on n'arrive pas forcément non plus à être dans le réemploi. Donc ça veut dire qu'on a un vrai sujet, effectivement. Et oui, nos filières aujourd'hui sont saturées, donc il va falloir revoir ce modèle. Mais la première chose à faire, c'est peut-être justement d'essayer de moins en envoyer aux déchets, et également dans les pays tiers qui sont en train de récupérer justement ce qu'ils avaient fabriqué quelque temps avant. Je vous propose, si vous le voulez bien, de faire un peu de sémiologie à présent. Nous allons interroger le sens des mots. C'est le métier de Mariette Darigrand qui est sémiologue et c'est le mot du jour tout de suite avec elle. C'est un mot qu'on entend beaucoup là depuis 20 minutes maintenant, Mariette, ce mot de fashion. Et d'ailleurs, en ce moment à Paris, c'est la Fashion Week. Oui, alors les Français se sont habitués effectivement à cette expression. Ils ne disent pas semaine de la mode, hein, ils le disent dans ce globish. Sauf s'ils veulent bien parler français, Mariette. Voilà. Mais en gros, cette Fashion Week, elle intéresse beaucoup les gens, surtout les moins de 30 ans, on va dire, qui sont habitués à parler cette langue internationale, hein, cette langue de la jet set ou du red carpet aussi, Adeline. Le tapis rouge des défilés. Voilà, ça c'est un moment très très important. Hein, les tapis rouges des défilés, ces événements sont très suivis, sont extrêmement importants pour cette industrie. Alors, ils convoquent des personnalités hors du monde de la mode, de la musique, du cinéma. Donc c'est vraiment quelque chose de planétaire important. Et en plus, de plus en plus, la Fashion Week à Paris, elle investit des lieux culturels magnifiques, des lieux patrimoniaux qui donnent de très très belles images, évidemment. Au risque d'ailleurs de perturber la circulation dans la capitale, par exemple hier soir dans la cour du Louvre. Hein. Oui, c'était un peu compliqué. Des victimes, là. Mais alors c'est peut-être le prix à payer localement, pour nous, pour que cet événement soit planétaire. Hein. Pour le rayonnement. Pour le rayonnement et ce qu'on appelle le soft power, quand même. Paris reste la capitale du luxe et de la mode. C'est important pour la France, c'est important pour l'industrie, c'est important pour son excellence dans la mondialisation. Alors évidemment... Mais c'est un univers qui est critiqué, comme on le voit dans notre débat depuis tout à l'heure, qui pose des questions... politique aussi, Mariette. Absolument. Bah là, on voit bien à travers ce que vous dites, effectivement, cette dimension-là. Mais ce n'est pas la fashion toute seule. C'est la fast fashion ou, comme vous dites aujourd'hui, l'ultra fast fashion. Voilà. Donc là, on est dans la fast-food, de la grande industrie telle qu'elle, voilà, qui pollue, qui délocalise, qui détruit. Et, vous l'avez beaucoup dit, qui nous fait trop consommer. On est dans la surconsommation, c'est-à-dire dans le domaine de l'excès. Alors là, les grands acteurs du luxe, de la vraie fashion, ils sont sur la sellette parce que toutes les grandes marques aujourd'hui doivent, pour justement plaire vraiment à la génération Z, là, être vertueuses. Alors combien d'eau elles utilisent, quel est leur impact carbone et d'une façon générale leur éthique. Alors c'est ça où c'est compliqué, c'est pas sûr que ce soit toujours possible. Mais c'est un secteur qui a aussi ses vertus, on l'a dit Mariette, c'est un secteur qui crée de l'emploi, la fast fashion. Oui, y compris dans cette semaine un peu spéciale, là, où des tas de petites mains sont employées, des étudiants en mode, ou bien de jeunes stagiaires qui désirent se faire embaucher, parce que c'est une industrie qui attire énormément. Mais précisément, Adeline, c'est là que je voulais nous amener à réfléchir aussi, c'est que dans toute cette masse de travail, en fait, la fashion doit se rappeler ses racines qui sont ouvrières et françaises. C'est français, la fashion? Oui, c'est la façon. C'est le mot façon. Oui. Voilà, l'anglais nous a piqué. C'est un emprunt à l'ancien français, voilà. Et c'est comme quand on dit le façonnage ou à la façon. Ce sont des dérivés du verbe faire et très, 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 très belle notion qui nous ramène au temps où les robes, les chemises étaient faites justement à la façon, par toutes sortes de gestes artisanaux
et comme on dit, fait main. C'est aussi ce qu'on a dans le Made in France alors. Oui, parce que faire en anglais, tout le monde le sait, c'est to make. Donc le Made in France, hein, la formule est quand même intéressante pour défendre notre culture. Eh bien, aucun des designers qui sont aujourd'hui dans la fast fashion mise en valeur ne déroge à cette règle-là. Ils savent qu'il faut le faire de manière très mesurée, très calculée, comme tous les grands artisans, les grands artistes. Ce qui pose problème, c'est la commercialisation excessive de tout ça. Et là, je dirais, Adeline, pour finir, que la fashion, elle est fast, c'est problématique, mais elle est aussi un peu furieuse. C'est ça. Ou Mariette, comme vous y allez. Mariette, comme vous y allez. Je vous voyais écouter très attentivement ce que disait Mariette. On a entendu plusieurs choses dans ce qu'elle nous disait à propos de la fashion. C'est vrai qu'il y a la Fashion Week. La Fashion Week, c'est le rayonnement de Paris. C'est des images qui sont reprises dans le monde entier. Et le même jour, donc on apprend que Shein va ouvrir des magasins. Ces deux images complètement opposables. Et en même temps, les jeunes filles qui regardent la Fashion Week, elles savent bien qu'elles ne vont pas pouvoir s'acheter le dernier pantalon créé chez Dior ou la dernière paire de chaussures. Quand Shein arrive, Shein propose aussi à ces jeunes filles et à ces jeunes hommes, il y a sans doute aussi une clientèle masculine, je crois, des choses auxquelles ils n'ont pas accès. Oui, c'est la désirabilité. Enfin, la mode, c'est ça, c'est du désir, c'est essayer de donner envie aux gens de rêver, c'est du glamour, c'est tout ça. Donc, il y a des grandes marques de luxe qui mettent en avant le savoir-faire, qui mettent en avant la qualité, qui mettent en avant des textiles incroyables. Et puis, il y a la fast fashion qui fait rêver aussi les jeunes aussi, parce qu'ils ont besoin... C'est une marque sociale. Mais dans les coulisses quand même de la Fashion Week que vous fréquentez, qu'est-ce qu'en disent les professionnels et notamment ceux du luxe? Ça leur fait peur, Shein? Ça les amuse ou ça les... Ça leur fait pas peur parce que c'est pas la même clientèle. Oui, c'est pas du tout la même clientèle. Ouais. Après, on peut se souvenir de Karl Lagerfeld qui avait créé aussi qui avait fait une collaboration avec H&M. Donc, il y a des créateurs aussi qui, de temps en temps, vont vers ces marques-là parce qu'ils se rendent compte que il faut capter aussi une jeune clientèle. C'est une forme de démocratisation de la mode, mais sans aller jusqu'à Shein. Voilà. On ne verra pas de collaboration entre des créateurs et Shein. Non. On a une avec Pinky, je crois. Enfin, en tous les cas, un rapprochement Pinky et Shein. Ah bah oui. D'ailleurs, en fait, Pinky a été retiré du syndicat. Et là, il y a une trop grande différence entre le luxe et puis... Sophie de Champsavin, votre pari, est-ce que dans 10 ans, la fast fashion sera passée de mode ou est-ce qu'elle dominera le monde? Je pense qu'elle sera là, mais en espérant qu'elle soit un peu plus vertueuse, qu'elle fasse un petit peu plus attention et qu'elle prône une mode un peu plus de qualité. Voilà. Mais... Anne-Cécile Violent, est-ce qu'il faut insister sur les arguments dont a parlé Mariette auprès de la génération Z, qui est très préoccupée par l'avenir de la planète, par le fait de manger bio, d'être plus nature, et en même temps d'être capable de s'habiller sur des sites avec des t-shirts à 3 €. Est-ce que là aussi, on ne tient pas quelque chose vers quoi on peut aller gratter un peu? Non, mais bien sûr, c'est une question de cohérence, vraiment. Et je crois que cette génération, elle est parfaitement captable. C'est-à-dire que quand on travaille cette loi, on va justement aller chercher les jeunes, essayer de comprendre pourquoi ils consomment. Alors évidemment, on peut comprendre l'attrait de la nouveauté, l'attrait de la quantité, et puis... Très vite, j'insiste vraiment, il y a un phénomène d'addiction, d'où l'importance de pouvoir réguler la publicité de ces produits, parce qu'elle est extrêmement intrusive. C'était dans votre loi, extrêmement agressive. De punir aussi, de réguler les influenceurs. C'est très simple, nous on veut interdire toute publicité, quel que soit le format, quel que soit le média, parce que sinon on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. C'est tellement... Tout le monde a fait l'expérience sur son téléphone ou sur son ordinateur d'avoir des fenêtres qui viennent de ces différentes marques. Donc ça, c'est extrêmement important. Moi, je crois à notre jeunesse et je crois qu'ils sont effectivement capables d'arriver à davantage de cohérence en sachant encore une fois que, bien sûr, que la mode fait rêver. Après, il y a un principe de réalité. Tout le monde, et d'ailleurs une toute petite partie peut aller chercher des vêtements chez Dior ou notre grande marque qui font la fierté de la France, il faut quand même le dire. Mais encore une fois, il y a des alternatives. Et c'est vers ces alternatives-là, je crois, qu'il faut qu'on accompagne nos jeunes, mais les Français en général, avec des super produits, des super créateurs qui méritent vraiment qu'on les mette en avant. Moi, je crois vraiment à la jeunesse. Ils nous montrent par plein d'exemples qui sont capables effectivement de résilience. Et sur cet aspect-là, il s'agit effectivement de transformer cet acte-là en acte citoyen. J'avais une toute dernière question que je ne pouvais pas ne pas vous poser, Anne-Cécile Violent. Est-ce que vous avez des nouvelles de Christophe Castaner?
J'ai cru que vous alliez me demander de Christophe Béchu. On a vu qu'il se défendait très bien à Angers. De Christophe Castaner. Je rappelle pourquoi, ex-ministre de l'Intérieur, qui avait fait scandale en devenant conseiller chez Chine en décembre dernier. J'aimerais bien, parce que je me fais beaucoup de soucis pour lui. Je me fais beaucoup de soucis parce que je pense que ça ne doit pas être simple de vivre en ayant trahi des valeurs que j'espère qu'il avait quand il était ministre régalien. J'aimerais bien le voir, j'aimerais bien qu'on puisse échanger. Vous aviez demandé, il me semble, au début de l'année, un entretien avec lui pour comprendre ce qu'il faisait chez Chine. Oui. Et vous avez répondu? Oui, on avait pu avoir un échange, effectivement, où il semblait être animé par des ambitions très vertueuses, de pouvoir faire changer le modèle Chine. Je pense que c'était extrêmement ambitieux, ou peut-être que ce n'était pas tout à fait ça, la vérité de son action. Mais peu importe, je crois qu'aujourd'hui, les personnes qui collaborent justement avec ces enseignes, et ce qui se voit là aujourd'hui avec le BHV, c'est entretenir la mort de notre commerce local, de nos cœurs de ville, contrairement à ce qu'ils disent. Chine, comme tous les autres, et j'insiste sur tous les autres, il y en a d'autres qui vont arriver aussi, ce sont des fossoyeurs de nos commerces de proximité. Et non pas des sauveurs comme il semble se présenter aujourd'hui. Certainement pas. Il y en a d'autres qui font déjà de la pub. Ils n'ont pas encore de magasin, mais ils ont une couleur orange, je crois, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils sont déjà présents sur tous les téléphones. On reçoit de la pub tous les jours. Enfin, c'est hallucinant. Moi, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. C'est que quand Karl Lagerfeld a collaboré avec H&M, je pense qu'en fait aussi, c'est une façon d'écouler un petit peu ses créations. Pour que les jeunes puissent se les approprier en allant chez H&M, pour plus tard, quand ils auront un peu plus de pouvoir d'achat, pouvoir retourner chez Karl Lagerfeld. C'est une stratégie. Et je pense qu'en fait, on est dans une phase aussi de transition. On parle d'environnement, d'écologie, etc. Donc les jeunes prennent ça en pleine face et ils le digèrent bien, je pense. Et du coup, pour se lâcher un peu, est-ce qu'ils ne se tournent pas vers l'ultra fast fashion ou fast fashion pour... L'avenir nous le dira, Thierry Véron. Comment voilà. Merci vraiment à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte. À suivre, c'est la question qui fâche. Alors que les syndicats appelaient à une nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui, question sur l'une de leurs revendications. Faut-il suspendre la réforme des retraites? Eh bien, on va en débattre dans un instant avec nos 3 prochains invités. Mais avant cela, c'est Laurent Guimier. Et c'est quelle histoire? Et ce soir, Laurent, vous avez décidé d'inspecter la communication de la flottille de Gaza, mais alors de la cale jusqu'au Grand Mât. Oui, c'est cette quarantaine de bateaux qui tentent de rejoindre Gaza par la mer, malgré le blocus ordonné par Israël. Et on en parle aujourd'hui parce que cette nuit, une grande partie de ces bateaux ont été arraisonnés par des soldats de la marine israélienne. Vous le voyez sur les images. Images abondamment relayées sur les réseaux sociaux par les militants de la flottille eux-mêmes. Les militants ne verront pas Gaza. En revanche, le monde entier a bien vu les militants. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que tout ça n'est fait que pour l'image? Alors, je ne remets, entendons-nous bien, absolument pas en cause la sincérité de ces militants. Je parle de la forme. En décortiquant la méthode employée, vous allez voir qu'elle reproduit de façon parfaite le narratif habituel des grandes guérillas médiatiques réussies des 60 dernières années. Et ce narratif, ce sont 3 piliers absolument essentiels. D'abord, un but géographique à atteindre, une odyssée, un chemin, un point précis sur la carte qu'il faut conquérir. Ensuite, il y a toujours une troupe composite faite de militants pas connus qui entourent des personnalités très connues. Et puis enfin, 3e pilier, un dénouement qui, en général, se termine par un échec. D'accord, on va commencer par le premier pilier, ce que vous appelez l'Odyssée. Oui, alors regardez, 2025, la flottille de la liberté vogue vers Gaza. Début des années 80, ça nous ramène très longtemps en arrière, le Rainbow Warrior de Greenpeace vogue vers l'atoll de Mururoa contre les essais nucléaires. Ce but de guerre géographique, d'ailleurs, n'est pas toujours au bout du monde. C'est parfois en plein Paris, comme en 1994, lorsque des militants s'emparent d'un immeuble inoccupé pour y installer des mal-logés. C'était du temps de l'Abbé Pierre et de l'Association du droit au logement. Voilà, rue du Dragon, en plein Paris. Et là, c'est le 2e pilier du narratif, la composition de la troupe. Et la présence de personnalités qui traversent les âges. Regardez, flottille de Gaza, l'actrice Adèle Haenel et Greta Thunberg. Années 90 et droit au logement, le chanteur Jacques Higelin et le généticien Albert Jacquard. Pareil pour les politiques. Octobre 2025, l'activiste Rima Hassan, fraîchement élue au Parlement européen sur la flottille. Décembre 81,
l'activiste Brice Lalonde, qui venait de se présenter à la présidentielle sur le Rainbow Warrior. Donc la pipolisation de ce type d'action n'est pas récente en fait. Non, la pipolitique, si je puis m'exprimer ainsi, est un très vieux concept de communication qui n'a absolument pas attendu Instagram. Reste, Adeline, le troisième et dernier pilier de cette guérilla médiatique, le dénouement. C'est la police ou l'armée qui met fin à l'épopée. Et vous voyez, regardez, il y a quelques heures, on le voyait il y a quelques minutes, arraisonnement dans les eaux internationales, revendiqué comme un sanctuaire. Et puis en 96, église Saint-Bernard à Paris, sans papier, autre sanctuaire, religieux celui-là, et lui aussi théâtre d'intervention des forces de l'ordre. Et vous avez vu, à l'image, furtivement, Emmanuelle Béard, l'actrice que vous avez vue et qui, elle, s'était claquemurée dans l'église Saint-Bernard. Vous parliez de l'échec systématique de ces actions, mais si on prend l'exemple de Greenpeace, les essais nucléaires avaient fini par s'arrêter quand même. Oui, mais plusieurs dizaines d'années et parfois de drames plus tard. Je rappelle qu'un photographe est mort en 1985 dans le port d'Auckland après le sabotage du Rainbow Warrior. C'est tout le risque de cette chorégraphie politique, parfois macabre. Du côté des militants, il faut se préparer à échouer sous la botte des policiers et sous l'œil des caméras pour choquer l'opinion. Puis de l'autre côté, du côté de la police, il faut faire taire les activistes sans provoquer de drame irréversible. Merci Laurent. On passe à la question qui fâche. Et je salue d'abord mes trois invités. Sylvain Berrios, député Horizon du Val-de-Marne, bonsoir. Et merci d'être là. Aux côtés d'Adrien Clouet, député LFI de Haute-Garonne, bonsoir. Et de Éric Veil, ancien conseiller ministériel en charge des retraites. Vous publiez ce livre, Retraite, un blocage français, c'est chez Plomb. Les syndicats ont donc de nouveau manifesté aujourd'hui pour tenter de peser sur le prochain budget de Sébastien Lecornu. On saura bientôt. Au cœur des revendications syndicales, il y a donc la réforme des retraites dont il réclame à minima une suspension. Et c'est Hélène Bonduel qui pose ce soir la question qui fâche. La question qui fâche, le Premier ministre semble l'avoir déjà tranchée vendredi dans les colonnes du Parisien. Aucun gouvernement n'a jamais remis en cause une réforme des retraites d'un gouvernement précédent. Et pourtant, alors que Sébastien Lecornu affronte sa troisième mobilisation sociale depuis sa nomination il y a moins d'un mois, cette réforme des retraites était encore au cœur des cortèges aujourd'hui. La vraie rupture, c'est accepter qu'à un moment, les gouvernements précédents se sont trompés. On a le droit tous de se tromper. Et donc, qu'est-ce qu'ils corrigent véritablement? Et l'un des premiers sujets, c'est la question de la réforme des retraites. Pour qu'il puisse y avoir de la stabilité gouvernementale, il faut qu'il y ait une réponse aux exigences sociales, à commencer par l'abrogation de la réforme des retraites. Et les pistes d'amélioration de la retraite des femmes proposées il y a 2 jours par le Premier ministre n'y changent rien, ni pour les syndicats, ni pour la gauche. Vous savez que nous, notre position, elle est constante. On est pour l'abrogation de cette réforme des retraites. Et la suspension, ça ne suffira pas. La suspension, on prend. Est-ce qu'on est au bout du chemin de notre point de vue? Non. Suspension, le mot est lâché. Et il pourrait séduire certains à droite aussi de l'échiquier politique. Une concession acceptable, alors que la droite s'était divisée en 2023 lors du débat sur la réforme des retraites. Alors, ligne rouge ou piste sérieuse? La question qui fâche ce soir promet en tout cas de peser sur le budget. Faut-il suspendre la réforme des retraites? Un mot d'abord de cette journée de mobilisation dont on a dit qu'il s'agissait d'un moment de vérité pour les syndicats. Il y avait en tout cas moins de monde dans les cortèges cet après-midi et des taux de grévistes très en baisse par rapport à début septembre. D'abord, comment vous l'expliquez, Sylvain Berrios? Écoutez, il n'y a pas de gouvernement, donc on ne sait pas contre qui on proteste. Il n'y a pas de budget, donc on ne sait pas contre quoi on proteste. C'était déjà le cas lors des précédentes manifestations. C'était déjà le cas précédent, donc on comprend bien que la mobilisation est un peu compliquée dès lors qu'on ne sait pas pourquoi on manifeste. Adrien Clouet. Moi, je vais vous rassurer, on sait très bien contre qui et contre quoi on manifeste. D'abord, il n'y a pas de gouvernement, c'est vrai. C'est un échec des macronistes, dont acte. Deuxièmement, en l'absence de gouvernement, il y a quand même un responsable dans le pays qui s'appelle Emmanuel Macron. Parce que c'est lui qui, depuis 2017, gouverne ce pays et a multiplié les réformes des retraites contre l'avis du plus grand nombre, que ce soit la tentative des retraites par points avant la crise Covid ou que ce soit la réforme de 2023. Et donc, je pense que cela explique pourquoi une grande majorité de Françaises et de Français demandent l'abrogation de la réforme des retraites. Pas parce que les gens n'aiment pas leur travail.
Il y a beaucoup de gens pour lesquels le travail est trop pénible, c'est vrai. Mais parce que beaucoup de personnes pensent qu'on doit avoir le droit de vieillir tranquille. Et que tout le monde sait qu'à 62 ans dans ce pays, un tiers des gens ont déjà une incapacité. Ça veut dire qu'ils n'arrivent plus à se pencher, ils n'arrivent plus à faire la cuisine, à prendre un enfant dans les bras. Et donc ils savent que leur départ à la retraite plus tardif sera un moment où la vie n'aura plus le même goût, n'aura plus la même saveur, où ils n'auront plus les petits bonheurs qui font qu'on a envie de se lever le matin. Et les gens ont raison de se battre pour ça. Parce que oui, l'âge de la retraite, ça doit être un âge où on vit dignement et pas un âge où on survit comme on peut. En tout cas, ça a moins mobilisé aujourd'hui que les journées d'action précédentes. Oui, et donc il faut se réjouir que ça ait beaucoup mobilisé les journées précédentes et se dire que la prochaine, ça marchera encore mieux. Sébastien Lecornu promet donc des mesures sur la retraite des femmes, sur la pénibilité. Il a envoyé un courrier en ce sens au syndicat avant-hier soir. On sent, Sylvain Berrios, qu'il est prêt à bouger sur le sujet. Bouger jusqu'où ? En fait, cette réforme des retraites, qui, je vous rappelle, trouve quand même son origine dans une réforme de gauche, c'était la réforme Touraine, qui ensuite a succédé la réforme d'Elisabeth Borne. En fait, elle ne scie à personne. C'est-à-dire que le RN, comme d'ailleurs LFI, souhaite revenir à minima sur les 62 ans et dans un nouveau Front populaire qui rassemble donc LFI, le PS, Europe Écologie Les Verts et le PC. Et il y a même un projet pour revenir à 60 ans. Très bien. Donc le RN et la gauche sont d'accord. À droite, on considère, et on le voit bien, que cette réforme, elle ne vole pas, comme on dit, puisqu'elle n'est pas financée, elle est en déficit cette année encore de 5 milliards d'euros. Et donc, on sent bien qu'il faudra, de toute manière, remettre le travail sur le métier. Et Édouard Philippe, d'ailleurs, l'a expliqué, lui qui avait proposé une retraite par points, que de toute manière, in fine, il faudra soit travailler plus longtemps, soit introduire un peu de capitalisation. Donc, sur l'échiquier politique, elle ne scie à personne. Mais chez les Français, les jeunes, quand vous les interrogez, ils vous disent de toute manière, on n'aura pas de retraite. Ceux qui travaillent, ils vous disent de toute manière, moi je cotise, mais je sais très bien qu'à la fin, ce sera moins. Puis ceux qui touchent la retraite, ils disent, bon, parti comme c'est, de toute manière, mes pensions vont baisser. Donc en fait, c'est une réforme qui ne satisfait personne pour des raisons diverses. Donc la question de son gel, peut-être pas de sa suspension, ni de son abrogation, mais de son gel pour les 20 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle et qui devra trancher cette question, n'est pas absurde. Si c'est le prix de la stabilité, c'est-à-dire que si, en gelant pendant 20 mois la réforme des retraites, on a la garantie qu'on a une stabilité politique, je vous rappelle que la stabilité politique, c'est 0,1 point de PIB, soit 3 milliards d'euros. Le gel de 20 mois, c'est 1 milliard d'euros. Ben, la question peut se poser. Adrien Clouet, vous diriez oui à un gel, une suspension de la réforme Borne jusqu'en 2027 et puis laissons les candidats à la présidentielle faire leurs propositions, laissons les Français choisir le projet qui leur convient et puis repoussons à 2027 la réforme des retraites telle qu'elle sera à partir de 2027. Pardon, mais on est en train de me demander de trouver le point médian entre 90% des gens et une poignée de macronistes. Bon, je pense que non. Ce qui doit s'imposer dans le pays... Pourquoi vous dites une poignée de macronistes ? Parce qu'il n'y a guère qu'eux qui défendent la réforme Borne. Moi, en tout cas, je n'en ai pas trouvé plus que là. Bon, peut-être qu'il y en a 2-3 dans vos amis, mais moi, je ne les connais pas. Mais quel est le point médian entre les deux ? Et pourquoi on irait trouver un compromis entre l'écrasante majorité des Françaises et des Français et quelques députés de droite ? Non, les députés doivent suivre les consignes populaires. Je veux dire, la majorité des députés ont été élus sur la demande de l'abrogation de la réforme des retraites. Alors, la suspension, on peut même voir techniquement. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire qu'en fin octobre, là, on va dire aux gens, c'est bon, vous partez, mais revenez en janvier, il manque des trimestres. 20 mois plus tard, quand on aura peut-être... Par exemple, quand François Hollande a été interrogé il y a quelques jours sur le sujet, c'était suspendre, ça veut dire 62 ans. Voilà. Et ceux qui sont à 62 ans partent à la retraite. Oui, en fait, il faut préciser pour les téléspectateurs que l'objectif des 64 ans, c'est 2030. Donc on n'y est pas. Mais sauf que cet objectif a commencé. C'est-à-dire que le gel, ce n'est pas un coût immédiat de 4-5 milliards. Le gel sur une année est évalué à 600-700 millions d'euros. C'est ça la situation. Et donc si on devait arrêter au mois de janvier, on ne leur demande pas de revenir. Simplement, on gèle une situation et on connaît le coût qui est 2 fois inférieur à celui de l'instabilité. Donc vous êtes en train de nous dire que vous offrirez les trimestres aux gens manquants. Non, mais moi, je suis ravi, mais je pense que tout le monde doit le savoir. Moi, je n'offre rien. Je vous dis simplement, il est possible de geler. Si vous ne voulez pas, si vous préférez le chaos et l'instabilité, il n'y a pas de sujet, on y reviendra. Mais je dis simplement, si le prix de la stabilité, qui quand même pour nos concitoyens est important, parce que pour des concitoyens, c'est aussi une forme de respiration et d'apaisement. Si ce prix-là
et c'est le gel pendant 20 mois, et on s'expliquera à la présidentielle. Et que ce gel est inférieur en coût à l'instabilité, ben, je pense qu'il faut réfléchir. Et je pense que tout le monde devrait y réfléchir. Mais je pense que tout le monde réfléchit en France, et c'est une bonne nouvelle. Parce que vous nous parlez d'instabilité, pardon. L'instabilité qui prime, je pense, c'est celle de l'existence quotidienne du plus grand nombre des gens. Et vous ne pouvez pas dire à la population, vous allez gagner 2 trimestres, on gèle, donc vous n'aurez pas l'allongement prévu dans les 20 mois, mais si à la fin, à la présidentielle, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé, on va revenir au régime antérieur. Il se passe quoi? C'est-à-dire que ceux qui ont des trimestres de retard les font quand même? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous voyez bien que techniquement, je pense, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, je le redis, les Françaises et les Français ont voté. Pourquoi on cherche des manières de contourner le vote populaire? Moi, ça m'étonne beaucoup. Enfin, si vous voulez trouver un peu d'argent, on peut aller sur le terrain, il n'y a pas de problème. Vous avez créé les primes Macron, pas de cotisation, notamment pour l'assurance vieillesse dessus. Pardon, moi ça me choque. On peut réfléchir à faire cotiser l'épargne salariale, on peut faire réfléchir à cotiser l'intéressement, on peut poser la question même quand même de la chose qui devrait être le b.a.-ba, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Si demain on la réalise, il y a 16 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de sécurité sociale. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. L'argent, il existe, il est là. Quelle est la priorité? Est-ce que c'est la voie populaire ou est-ce que c'est des obnubilations d'une poignée de macronistes? Éric, oui. Parce qu'il faut que Éric Veil parle quand même. C'est quand même le spécialiste. On a hâte de l'entendre. Mais en 2027, on ne reviendra jamais à la situation antérieure. Parce que le vainqueur, de toute manière, veut soit abroger, soit modifier. Donc de toute manière, on ne reviendra jamais à la situation antérieure. Éric Veil, vous êtes encore loin de la retraite. Et pourtant, c'est un sujet qui vous passionne et que vous résumez dans votre livre en 2 questions que se posent les Français depuis toujours. Et ils continueront sans doute longtemps de se la poser. Quand est-ce que je pars et combien je toucherai? Personne ne sait répondre à cette question. D'abord, Éric Veil, sur cette question de la suspension, est-ce que techniquement, suspendre la réforme des retraites, c'est aussi compliqué que le dit Adrien Clouet? Ah non, c'est tout à fait possible. Par la loi, on peut tout à fait décider de geler ou même abroger la réforme des retraites. C'est tout à fait possible. Pas par décret, contrairement à ce qui a été dit il y a quelque temps. Par la loi, c'est tout à fait possible. Mais avant de répondre à la question « faut-il ou non abroger la réforme des retraites ?» d'Elisabeth Borne, je pense qu'il faut revenir à la question « quels sont les effets réels de cette réforme ?» Et c'est un des éléments qui est développé dans ce livre qui vise à remettre un peu les faits au centre du jeu. Et je pense que c'est sur la base d'un constat éclairé qu'on peut ensuite décider des meilleures solutions pour notre système de retraite. Sur la réforme Borne, le débat a été largement parasité il y a 2 ans par de très nombreuses contre-vérités ou idées reçues. Je prends quelques exemples. On a dit, avec cette réforme, on vole 2 ans de vie aux Français. La réalité, et c'est une étude de l'adresse des chercheurs sérieux qui le démontrent, pour la génération 1984, ce n'est pas 2 ans, c'est 6 mois. Pour plein de raisons liées au mécanisme du système de retraite, à l'articulation entre la durée de cotisation et l'âge d'ouverture des droits. On a dit que c'est une réforme de casse sociale qui est profondément injuste. La même étude de l'adresse montre que pour la génération 84, en réalité, cette réforme est redistributrice. J'insiste sur le mot redistributrice, c'est-à-dire qu'elle réduit les droits à la retraite. Et par droit à la retraite, j'entends le niveau de pension par rapport à la durée de retraite. Elle réduit les droits à la retraite de ceux qui touchent une pension supérieure à 2 500 €, légèrement, de 1%. En revanche, elle augmente les droits à la retraite du premier quartile de pension, donc ceux qui touchent moins de 1 000 € de pension. Ça augmente leur droit à la retraite de 12%. Donc ce n'est pas non plus une réforme de casse sociale. Bien sûr, c'est une réforme qui pour autant est critiquable. D'abord parce qu'elle fait tout de même des perdants. En gros, les classes moyennes supérieures, pour aller vite. Et certains profils de femmes, de mères de famille. C'est tout à fait vrai. Par ailleurs, par sa philosophie, elle est également critiquable puisqu'elle force finalement les gens à travailler plus, alors qu'on pourrait imaginer plein d'autres solutions alternatives pour inciter les gens à travailler plus sans les forcer à le faire. Mais vous en proposez, vous d'ailleurs, des solutions dans votre livre et vous avez surtout étudié les régimes de retraite de nos voisins européens. Lequel a, j'allais dire, vos faveurs? Lequel est le moins pire? D'abord, quand on regarde le système français par rapport au système étranger, il y a 2 différences majeures. La première, c'est qu'on a un système qui est particulièrement éclaté, une quarantaine de régimes. C'est une spécificité du système français qui le rend, à mon sens, complètement illisible et incompréhensible. Et par ailleurs, c'est un système qui est particulièrement généreux. Par rapport à 14% de PIB consacré aux retraites, c'est 1 point de plus que la moyenne européenne, 2 points de plus que l'OCDE. Donc pour répondre à votre question, il y a 2 systèmes qui sont intéressants, du moins dans leur construction. C'est le système italien ou encore le système suédois,
qui sont des systèmes, c'est un peu technique, mais à compte notionnel, en gros inspirés du régime à points d'il y a 5 ans, c'est-à-dire avec un système universel et une manière de lier de manière beaucoup plus directe et à mon sens beaucoup plus lisible les cotisations par rapport à ce qui est ensuite versé. Là où aujourd'hui, en France, c'est complètement obscur pour la plupart des gens. Merci à tous les trois d'avoir été ce soir sur le plateau de Chaque Voix compte pour évoquer donc cette possible suspension de la réforme des retraites. Vous restez là parce que tout de suite, c'est Bourbon Express, c'est le journal de l'Assemblée nationale présenté par Valérie Brochard. Bonsoir Valérie. Bonsoir, ce soir dans Bourbon Express, on commence par le tout nouveau bureau de l'Assemblée nationale qui a donc été officiellement annoncé ce matin. Et oui, aujourd'hui, les députés ont élu la plus haute autorité collégiale du Palais Bourbon. Ça y est, on a nos 3 questeurs, nos 6 vice-présidents et nos 12 secrétaires annoncés avec soulagement par la présidente de l'Assemblée nationale. Et je constate que le bureau de l'Assemblée nationale est entièrement constitué. Sa composition sera notifiée au président de la République, au Premier ministre, au président du Sénat et publiée au journal officiel. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour sa participation à ces élections qui se sont déroulées de façon apaisée et en bon ordre. Voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et donc, cet après-midi, c'était les élections des présidences de commission qui ont occupé les députés. Oui, des élections, plutôt des tractations, Adeline. Je vous explique. Vous le savez déjà, hier, le Rassemblement national a fait son grand retour au sein du bureau avec 4 élus. Un comeback qui s'est fait grâce aux accords avec le socle gouvernemental qui en a récupéré les fruits. Regardez, 8 personnalités issues des groupes Les Démocrates, Horizon, des membres d'Ensemble pour la République et la Commission des Finances qui revient, c'est la règle, vous le savez, à l'opposition. Et c'est donc Éric Coquerel qui a été reconduit à la tête de la Comfi, comme on dit ici. Mais là où ça devient encore plus intéressant dans les rapports de force, c'est qu'à la tête de la Commission des affaires culturelles, les députés ont préféré Alexandre Portier de la droite républicaine à la socialiste Fathia Keloachi. Bon, une commission perdue pour la gauche. Et pour présider la Commission des affaires économiques, l'insoumise Aurélie Trouvé a été remplacée par Stéphane Travert, apparenté Ensemble pour la République. Une autre commission perdue également pour la gauche. Mais Valérie, pourquoi est-ce qu'il faut regarder d'aussi près les présidences des commissions ? Eh bien parce que les commissions permanentes, Adeline, participent à l'élaboration de la loi. C'est bien au sein de ces commissions qu'on étudie les textes, qu'on propose des modifications, qu'on y apporte des compléments, une sorte de travail préparatoire avant d'exposer la loi en séance publique dans l'hémicycle devant l'ensemble de la représentation nationale. Et chaque patron de commission a un rôle prépondérant. C'est lui ou elle qui convoque les réunions, organise les travaux, dirige les débats. Ils évaluent la recevabilité des amendements déposés. Ils ont donc un impact sur la production législative. Je vous donne un exemple très concret. Quand Aurélie Trouvé, députée La France Insoumise, dirigeait la Commission des affaires économiques, elle a décidé d'auditionner des grands patrons comme Rodolphe Saadé, le PDG de CGM, ou Éric Trappier, le patron de Dassault Aviation. Pas sûr que Stéphane Travert, ancien ministre de l'Agriculture dans le gouvernement d'Édouard Philippe, se penche sur les mêmes dossiers. Vous faites sourire Adrien Clouet. C'est une méthode guerre. Mais de joie en repensant au bilan excellent de ma camarade Aurélie Trouvé que je salue sur ce plateau. C'est pareil pour les rapporteurs du budget, Valérie ? Oui, exactement. Philippe Juvin et Thibault Bazin, tous les deux issus de la droite républicaine, ont été élus et réélus rapporteurs du budget général et rapporteurs du budget de la sécurité sociale. Une droite républicaine plutôt d'humeur à travailler avec le Premier ministre Sébastien Lecornu qui était encarté chez les Républicains jusqu'en 2017. Les rapporteurs et 7 commissions sur 8 reviennent au bloc central. Ça fait beaucoup pour la présidente du groupe écologiste. Le Rassemblement national ne s'est pas présenté, portant ses voix sur les candidats macronistes et LR de manière extrêmement large. C'est un goût un peu... c'est même c'est un goût amer, mais même au-delà de ça. Moi, je vous dis, après ces 2 jours-là, il y a un espèce de sentiment de dégoût de voir ces accords de couloir. Tout ça est assez pitoyable. Sylvain Berrios, vous avez envie de lui répondre ? Ouais, je me rappelle que le précédent bureau avait été élu dans des conditions tout aussi pitoyables à 4 heures du matin dans des négociations que personne n'a vraiment compris. Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les tendances de l'Assemblée nationale sont représentées. Et c'est normal que chaque député, vous le député voisin, quelle que soit sa couleur politique, et que chacun soit représenté, c'est une bonne chose. Et on termine, Valérie, avec l'arrivée d'un petit nouveau dans l'hémicycle. Oui, accueilli sous les applaudissements de ses collègues et par un petit mot de la présidente. Je vous indique que j'ai reçu lundi
29 septembre 2025 du ministre de l'Intérieur une communication m'informant que Michel Barnier a été élu le dimanche 28 septembre 2025 député de la 2e circonscription de Paris. Nous pouvons lui souhaiter collectivement la bienvenue. Alors ça, c'est ce qui s'est passé hier, évidemment. Alors on lui souhaite la bienvenue, enfin plutôt un bon retour, parce qu'il avait déjà siégé en tant que député de Savoie de 1978 à 1993. Applaudi hier donc par celles et ceux qui l'ont fait tomber, lui et son gouvernement, il y a presque un an, quand il était alors Premier ministre. Mais vous savez, Adeline, comme le disait Alain Juppé, en politique, on n'est jamais fini. Merci Valérie et merci à vous trois d'avoir été là ce soir dans Chaque Voix compte. Chaque Voix compte revient demain à 19h30. Vous savez, demain c'est vendredi, c'est l'émission en public. On va parler du pouvoir d'achat demain. Dans un instant, c'est Débat Doc avec Jean-Pierre Gracien. On vous souhaite une excellente soirée sur LCP Canal 8. À demain.